Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous parlons de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Alors aujourd'hui, le royaume est confronté à de nombreuses problématiques, aussi bien financières que géopolitiques, et est confronté à de nombreux défis. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jacques Bourgeois. Bonjour, vous êtes président de la section Arabie Saoudite des conseillers du commerce extérieur et également délégué général chez Airbus. Bonjour. Bonjour. J'ai également à mes côtés Anne-Marie Baudouin. Vous êtes française et vous avez vécu à Riyad de 2013 à 2015. Bonjour. Bonjour. J'ai également le plaisir d'avoir sur ce plateau Fabrice Rosca. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Dans le Noir. Bonjour. Du groupe et des restaurants Dans le Noir. Bonjour. Clarence Rodriguez, vous êtes journaliste, la seule journaliste de Riyad, il faut le mentionner. Vous êtes également auteure et réalisatrice et vous avez écrit Révolution sous le voile. J'espère que l'on voit bien votre livre qui est paru en... je ne sais plus. 2014. 2014, voilà. L'année dernière. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors, pour débuter cette émission, nous sommes en direct via Skype avec l'ambassadeur de France à Riyad. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la communauté française à Riyad ? Écoutez, si vous le voulez, bon, d'abord je vous remercie de me donner l'initiative de pouvoir vous parler, de parler à vos téléspectateurs, ce qui me permettra peut-être en titre d'introduction de dire quelques mots, d'essayer de faire partager une vision un petit peu plus claire de la réalité de ce qu'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Parce qu'en deux mots, il s'agit d'un pays qui est mal connu, et mal connu à deux titres. D'abord, parce que très souvent, on ne retient de lui, en tout cas des médias, que certaines images négatives, comme le fait que c'est un pays où règne une grande rigueur, vous n'avez pas de cinéma, vous n'avez pas de boîte de nuit, où les femmes n'ont pas le droit de conduire, vous avez des exécutions capitales. Et tout ceci, naturellement, est le résultat de particularités historiques. C'est un pays qui n'a jamais connu de colonisation occidentale. C'est un pays qui ne connaît la richesse que depuis une quarantaine d'années et qui donc a fait un immense bond en avant. Il a réussi à le faire sans rupture, mais naturellement en conservant certains traits d'une société patriarcale. Néanmoins, ce que l'on sait moins aussi, c'est que c'est un pays qui est très jeune, les 2 tiers de la population ont moins de 30 ans. C'est un pays qui se modernise, qui prend des initiatives, qui se réforme. Je pense en particulier au vote des femmes, qui est une réalisation de cette année. Et puis, il y a des choses qui sont encore moins connues. Par exemple, le fait que l'Arabie Saoudite, dans l'environnement que vous avez décrit, c'est-à-dire un environnement très troublé, est un véritable pôle de stabilité et de développement, que c'est un pays qui contribue très largement au fait que le prix de l'essence soit bas, et ceci intéresse nos économies, je crois. Et enfin, c'est un pays qui lutte très sérieusement contre Daesh et contre Al-Qaïda, qui sont ses principaux ennemis. Tout ceci pour dire qu'effectivement, c'est une image que l'on n'a pas forcément traditionnellement de l'Arabie Saoudite, mais que je souhaiterais quand même faire partager. Je dirais aussi que l'Arabie Saoudite est un pays qui est un ami de la France, et ceci depuis longtemps. Ceci s'explique par de très larges convergences de vues que nous avons sur les problèmes régionaux, sur les questions de non-prolifération nucléaire, je pense à l'Iran, la stabilisation de la Syrie, l'indépendance du Liban, etc. Et ceci a permis, si vous voulez, un développement de relations très intenses. Je rappellerai que le président de la République est venu à 4 reprises en Arabie Saoudite et que notre ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, était là encore hier à Riyad. Et cette diplomatie économique, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, engrange de beaux succès, puisque je rappellerai que l'année dernière, nous avons signé, enfin les entreprises françaises ont signé pour environ une 20aine de milliards de contrats, ce qui est quand même une très belle performance. Et je dirais, pour répondre directement à votre question, qu'il est important que les entreprises françaises saisissent cette opportunité de travail, d'investissement, à un moment où certes le baril de pétrole est bas, ce qui amène l'Arabie Saoudite à rationaliser son économie, à la diversifier, mais ce qui crée, j'allais dire, toute une série de nouveaux domaines de coopération dans lesquels la France a de vrais pôles de compétences, qu'il s'agisse de l'efficacité énergétique, de la santé, de l'agroalimentaire,
Et puis, il y a des opportunités en matière de privatisation. Nous avons donc intérêt à aider l'Arabie saoudite, si vous voulez, à se réformer. Et je terminerai sur les Français qui sont installés en Arabie. Ils sont nombreux, puisqu'il y a 6500 de nos compatriotes qui sont dans le royaume, qui se répartissent entre Riyad et Jeddah. Et ce nombre grossit régulièrement. L'année dernière, une croissance d'à peu près une dizaine de pourcents. La majorité de ces expatriés travaillent dans des entreprises françaises et dans de nombreux secteurs d'activité, qu'il s'agisse de l'énergie, des transports, de l'agroalimentaire, de la distribution, etc. Merci, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que vous nous entendez ? Merci beaucoup. On va avoir l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Comme le disait monsieur l'ambassadeur, c'est une puissance financière et pétrolière incontournable, un taux de croissance de 5%. Jacques Bourgeois. L'Arabie saoudite est incontournable. C'est 45% du PNB des pays du Golfe. C'est quand même 18% des réserves mondiales de pétrole. Et c'est finalement le centre du monde arabe à travers les deux lieux saints. Alors, monsieur l'ambassadeur évoquait les secteurs porteurs. Fabrice Rosca, vous êtes donc directeur général adjoint des restaurants dans le Noir et vous avez installé votre restaurant provisoirement à Riyad. Voilà, nous avons eu l'occasion de développer un projet de restaurant temporaire en partenariat avec le groupe Athim au sein de l'hôtel Alpha Salia, qui est un des plus grands hôtels de la ville. Et la restauration est aussi un axe de développement puisque c'est une des activités principales de loisirs des Saoudiens. Jacques Bourgeois, est-ce qu'il y a d'autres secteurs porteurs ? Moi, j'utiliserai deux acronymes, PME, c'est-à-dire pétrole, ménage et État. Pétrole, pétrochimie, il faut vendre dans cette foulée-là, puisque ça fait l'essentiel de l'économie saoudienne. Ménage, on est comme dans les années 60 en France avec un baby-boom, donc tout ce qui est activité au ménage se développe. Et eux, comme État, je prends un seul exemple, l'Arabie est le premier importateur mondial d'armement. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Jacques. On est dans les années 70 et effectivement, je parlais par exemple des grandes surfaces, du système de distribution, les grandes distributions, parce qu'il y a quand même des magasins qui sont implantés en Arabie Saoudite. Et je veux dire que c'est le sport favori des Saoudiens. Le week-end, le vendredi, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont dans les malls. Ils vont dans les malls. Donc c'est important. Voilà, ils consomment beaucoup. Et donc c'est aussi une notion qu'il ne faut pas oublier. Je retrouve ma jeunesse des années 60. C'est un peu ça, oui. Avant mai 68. C'est ça. Alors, on va enchaîner sur un sujet qui est le visa de travail et qui est un réel problème à Riyad. Et on va écouter Alban Mermoz, qui est juriste consultant chez Carlawid Avocat. Les autorités saoudiennes ont lancé de manière progressive une procédure de saoudisation des emplois dans le but de restreindre la proportion des travailleurs étrangers dans les catégories d'actifs au sein du royaume. Pour obtenir un visa de travail, le demandeur doit préalablement se voir offrir un contrat de travail saoudien, ainsi qu'un parrainage par une personne physique ou morale en Arabie saoudite pour obtenir l'autorisation du ministère du Travail, préalable nécessaire à toute formalité d'expatriation. En raison de cette saoudisation des emplois, les profils de type ingénieur, travailleur qualifié sont privilégiés. Une fois l'accord du ministère du Travail obtenu, le demandeur peut déposer une demande de visa auprès de l'entité consulaire compétente, qui est un prestataire externe. En plus des documents concernant son emploi, le demandeur doit réunir un certain nombre de justificatifs, certificats médicaux, extraits de casier judiciaire, diplômes légalisés, avant de pouvoir s'inscrire sur le site du ministère de l'Intérieur saoudien, et de s'acquitter des frais consulaires, après avoir rempli en ligne sa demande. Le délai de traitement est d'environ 7 à 10 jours à compter du dépôt. Le consulat délivre un visa entrée unique, valide 3 mois, permettant à son titulaire d'entrer en Arabie Saoudite et de solliciter sur place un titre de résidence auprès du ministère de l'Intérieur. Depuis octobre, le dispositif de l'ICAMA a été remplacé par le Mukim, valide 5 ans. Le Mukim est nécessaire pour n'importe quelle formalité dans le royaume. La délivrance du titre de résidence prend environ 1 mois une fois sur place. Le demandeur ne peut sortir du pays avant la délivrance du Mukim. Il convient de rappeler qu'en Arabie, le sponsor est en droit de conserver le passeport de son salarié étranger pendant toute la durée de son séjour dans le royaume et que celui-ci ne peut quitter le territoire et y revenir sans avoir obtenu au préalable un visa de sortie et de retour pour lequel l'intervention du sponsor est également requise. Alors, Jacques Bourgeois, les défis en Arabie Saoudite sont nombreux. Le visa, il y a aussi le défi de la jeunesse.
Le défi de la jeunesse, c'est que 58% de la population saoudienne a moins de 25 ans. Chaque année, ce secteur d'activité produit 200 000 diplômés. Nous sommes comme dans les années 60 avec des fortes catégories à intégrer dans la population. Il n'y a pas suffisamment d'industrie, il n'y a pas suffisamment de production locale. Donc il faut faire de la place à ces jeunes et c'est le grand défi de la saoudisation des emplois. Un marché pas très ouvert non plus, ou ça c'est une vision occidentale? C'est un peu le mythe occidental. C'est un pays qui est extrêmement libéral, beaucoup plus libéral dans le temps de création des sociétés que partout ailleurs, qui pratique des politiques assez disponibles pour les entreprises. Ce qui est long, c'est de comprendre la mentalité locale, le saoudien. Et ce qui est important dans le saoudien, c'est pas tellement son pétrole, mais c'est son essence, c'est-à-dire sa réalité propre. Et il faut du temps pour la pénétrer. Et ensuite, après, vous vendez comme dans tout autre marché assez facilement. Il y a aussi la chute du prix du pétrole, donc peut-être que ça aussi c'est un autre défi. Alors c'est un autre défi parce que 90% en gros du budget de l'État dépend des ressources pétrolières. Évidemment, ça implique un certain ralentissement de grands contrats, mais en même temps, ce pays est très très riche puisqu'il a les deuxièmes réserves mondiales de change. Il a à peu près 7 ans de production devant lui, pratiquement pas de dette, donc il peut encore pendant un certain temps voir venir. Clarence Rodriguez. Effectivement, on parle essentiellement de revenus, la manne pétrolière, mais il faut quand même préciser qu'il y a le revenu qui émane du tourisme religieux, avec le grand pèlerinage à la Mecque, la Omra tout au long de l'année, et qui, je veux dire, c'est assez important pour les Saoudiens. Est-ce que la menace terroriste peut être un frein à l'investissement? Clarence Rodriguez. Je ne pense pas, parce que, si vous voulez, j'ai presque envie de dire, alors ça risque de choquer, on est presque plus en sécurité en Arabie Saoudite qu'on ne peut l'être dans le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont préparés. Je veux dire que quand vous allez, par exemple, dans les campantes, quand vous allez dans les grandes surfaces, etc., vous avez quand même, vous avez beaucoup de la sécurité est là. Je veux dire, c'est pas, ils sont vraiment, ils essaient de sécuriser les Occidentaux. Regardez, il y a eu des attentats depuis le mois de mai. Il y a eu provoqués par Daesh. Mais à part, je veux dire, et ça a été dans des mosquées. Ça n'a pas été ou dans des campandes ou dans les grandes surfaces. Donc ça, c'est important de le préciser. Oui, il y a de l'insécurité, mais pas autant qu'on voudrait peut-être le dire ou le penser et le croire. C'est important. Jacques Bourgeois, vous partagez cet avis? C'est un pays qui est bien tenu de ce point de vue-là. Depuis une pointe terrible qui était 2003-2004, le pouvoir a ensuite réagi fortement. Et effectivement, il y a une petite remontée des tensions liées à la guerre du Yémen et à la puissance de Daesh. Mais on trouve des tensions qui sont, à mon avis, inférieures à celles qu'elles étaient de 2003-2004, qui sont bien managées par le pouvoir. Le principal risque, il n'est pas terroriste, ce sont les accidents de la route, puisque là, il y a beaucoup plus de morts que dans le terrorisme. Donc il faut faire attention à nos expatriés quand ils sortent en voiture. D'un point de vue des défis internes, est-ce qu'un printemps arabe est possible? Un printemps arabe supposerait que la nation saoudienne suive moins ses leaders. Je pense que à la fois les deux rois, Abdallah et Salman, mais également leur père de famille, contiennent encore bien la jeunesse dans une économie qui est encore florissante. Fabrice Rosca. Oui, il y a néanmoins des forces de progrès aussi en Arabie Saoudite. Et moi, j'ai effectivement travaillé de manière assez rapprochée avec des personnes. Les personnes qui ont piloté le projet étaient des femmes, au passage, qui étaient d'un courage et d'une efficacité, il faut le noter. Mais tous les jeunes aujourd'hui possèdent des téléphones portables, etc. Et c'est vraiment une population qui est extrêmement connectée. Là où il y a 20 ans, peut-être la jeunesse n'était peut-être pas au courant de ce qui se passait à l'autre bout du monde, ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai du mal à croire qu'on va garder cette jeunesse telle qu'elle, comme ça. Je pense qu'il va y avoir des évolutions. Il y en a déjà, notamment avec vous avez évoqué les élections, le droit de vote pour les femmes, mais il y a aussi le droit de travailler, etc. Et je pense qu'on parle de beaucoup d'autres choses à venir. On va continuer à parler de tout ça juste après la pause.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Riyad et vous pouvez nous suivre sur Twitter, #24 heures chrono TV. Alors nous l'avons évoqué, l'Arabie Saoudite fait face à plusieurs défis et puis on va s'amuser à chasser les idées reçues. Jacques Bourgeois, quelles sont les idées reçues les plus communes sur l'Arabie Saoudite? La première vient de votre remarque sur Twitter. Ce serait un pays assez obscur et peu moderne. En fait, ils détiennent le record mondial d'utilisation de Twitter. 33% des tweeters sont en Arabie. Fabrice Rosca, vous l'avez d'ailleurs remarqué lors de votre tout à fait, c'était installation. c'était évidemment quelque chose, je ne m'attendais pas du tout à cela, mais effectivement, il y a des personnes, des personnalités, notamment un comédien qui est venu vivre l'expérience de Dîner dans le Noir. Il avait 10 millions de followers sur Twitter. C'est-à-dire qu'en sortant du restaurant, de l'expérience, il a tweeté, et c'est assez dingue comment ça s'est diffusé dans tout le pays, en fait. Alors, il y a aussi une idée reçue. Est-ce qu'on peut s'implanter à Riyad sans y être installé Alors, je considère pour moi que ce serait une erreur, de la même façon que s'implanter, par exemple, en Belgique pour envahir le marché ukrainien serait un petit peu hasardeux. Dubaï, c'est finalement Macao par rapport à Pékin. Et Clarence, ça me semble une erreur. N'oublions pas, on est dans un pays du Moyen-Orient. Et donc, les relations physiques, j'ai envie de dire, des discussions sont très importantes, ces relations-là. Donc, il faut toucher donc, les personnes, il faut être avec elles. Et ne pas donner l'impression qu'on vient uniquement, si vous voulez, pour l'argent. Même si c'est une réalité, il ne faut pas non plus Mais il y a le contact qui est très, très important et ça demande du temps. Ça ne se fait pas en une semaine ou 15 jours. Il faut faire plusieurs rencontres avant de faire des affaires. Absolument. Et puis, il faut être immergé. L'immersion est très, très importante pour quiconque viendrait en Arabie Saoudite, que ce soit pour faire des affaires ou autre, mais très, très, très important. Fabrice Rosca, vous avez travaillé avec des femmes, mais vous ne pouviez pas travailler avec elles directement. Alors là, il a effectivement fallu s'adapter. En fait, le projet était piloté par des femmes. Alors les personnes qui pilotaient, là, on a pu travailler en parfaite synergie. Mais pour les services de restauration, là, nous avions des services pour les hommes et des services pour les femmes. Et donc des équipes d'hommes et de femmes non-voyants qui travaillaient de manière séparée. Là, je n'avais pas le droit d'interagir avec elles, ce qui était un petit peu compliqué. Mais bon, il a fallu s'adapter. J'avais une équipe de managers femmes qui m'a accompagné et qui a pu... gérer en fait cette partie-là du travail. Est-ce qu'il y a d'autres codes dans les affaires que vous avez notés quand vous étiez sur place ? Moi, je M. Bourgeois, je pense que c'est des personnes qui sont assez professionnelles et puis non, plus libérales qu'on pourrait le penser. Il faut par contre s'adapter un petit peu avec gagner leur confiance. Et effectivement, il n'y a peut-être pas la même notion de temps aussi, quand même. Et il a fallu, par exemple, nous 2 ans pour mettre en place le projet. Donc, il a fallu être patient. Et je pense que c'est un message à faire passer. Il faut savoir être patient, pas se décourager et peut-être pas s'agacer non plus trop vite. Une chose qu'il ne faut jamais faire en rencontre, c'est regarder sa montre. L'interview ou la rencontre est finie. Comme disait un ami saoudien, c'est long, mais ça prend du temps. Donc il faut connaître les gens avant de contracter avec eux. Et c'est la suite de la tradition bédouine orale, où on teste son interlocuteur avant de passer au concret. Mais après, en affaires, ils sont redoutables. Est-ce que aussi la problématique des tribus est encore visible dans l'entreprise ? Oui, elle est très, très importante. Ce pays est quand même structuré par le lien tribal. Je ne dis pas nomade, mais tribal. Et il y a visiblement encore beaucoup de difficultés à faire travailler ça sur le mode occidental. La tribu, c'est important dans la guerre, c'est important dans les affaires, et c'est un héritage qui n'est pas prêt d'être dissipé. Merci, on va se retrouver juste après, mais d'abord on fait une courte pause.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, vous pouvez nous suivre sur Twitter, #24 heures chrono TV. Alors, nous allons aborder la question féminine et l'évolution des mœurs. Pour la première fois, des femmes ont pu se présenter aux élections en décembre 2015. Clarence. Alors, se présenter et voter. Et voter. C'était vraiment événementiel, c'était historique, grâce à, il faut le dire, à Feu Roi Abdallah, qui en 2011 avait annoncé donc cette décision de permettre aux femmes de voter ou de se présenter. C'est quand même important. Et il avait fait donc ça en 2011, en septembre 2011. Pour quelle raison ? Pour permettre, si vous voulez, en amont, de préparer la population. Parce que chaque décision qui est prise par le roi, le monarque, doit être distillée ou ingérée, j'ai envie de dire, par la population qui est quand même profondément conservatrice, donc il fallait un peu de temps. Et ces femmes, effectivement, donc, ont pu, pour la première fois le 12 février dernier, voter, se présenter. Et il faut dire pourquoi. C'est grâce quand même à certains hommes, parce que ça évolue un petit peu, alors ça n'évolue pas à l'aune de nous, occidentaux, ou même occidentales en tant que femmes, mais c'est en train d'avancer et permettre à ces femmes d'occuper une place un peu plus importante au sein de la société. Et c'est ce que voulait le roi Abdallah. J'ai presque envie de dire, l'ère Abdallah, c'était l'ère des femmes, même si effectivement il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a des contraintes. Et aujourd'hui, avec le roi Salman, on est presque dans l'ère de la jeunesse. Et on aura l'occasion d'en parler avec notamment son fils, qui a été... Anne-Marie Vaudois. Je suis assez d'accord avec ça, et je dirais qu'il y a une grande contradiction dans la vie en Arabie Saoudite, c'est que à la fois il y a des hommes qui portent ces femmes pour qu'elles se présentent à des élections, pour qu'elles travaillent, et puis en même temps ils sont aussi leurs tuteurs, donc elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent de leur propre initiative. Elles n'ont pas le droit de conduire, par exemple. Elles n'ont pas le droit de conduire. Elles ne peuvent pas travailler si leurs époux ne sont pas consentants pour cela. Elles ne peuvent pas voyager, sortir du pays sans un consentement de leur tuteur, père, frère ou mari. Voilà, c'est ça la réalité de la vie saoudienne aussi. Vous, oui. Ce qui fait aussi que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de jeunes hommes aujourd'hui en Arabie Saoudite qui souhaitent aussi que cela change. Parce que ça leur pose aussi à eux des problèmes. De même qu'aussi, il y a certains managers ou dirigeants qui aimeraient bien, justement parce qu'ils ont des personnes qui sont très performantes aussi, leur donner plus de responsabilités. Ça, c'est évident. Clarence Rodriguez, vous êtes l'auteur d'un documentaire et vous mettez en valeur ces femmes qui ont des postes assez importants. Oui, absolument. C'est l'illustration, c'est Arabie Saoudite, parole de femme. Et dans ce documentaire, j'ai essayé en fait de montrer que en Arabie Saoudite, les femmes ne sont pas uniquement cantonnées dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'enseignement, et que ça a bien évolué, parce que moi j'y habite depuis 2005 et j'ai pu voir cette évolution, certes lente, mais il y a évolution. Et effectivement, ces femmes peuvent être chefs de chantier. Je montre également qu'elles sont directrices de marketing. Elles sont également artistes peintres, elles sont responsables d'un club de sport, alors que le sport, si vous voulez, est proscrit en public. Donc il faut dire aussi que l'Arabie Saoudite, pourquoi c'est un peu compliqué de l'appréhender ? C'est parce que c'est pas monolithique. L'Arabie Saoudite est un pays qui présente plusieurs facettes. Alors bien évidemment, si vous le voyez uniquement sur le prisme du terrorisme, si vous voyez uniquement de la voiture, ok, les femmes, elles conduisent pas. C'est une réalité aussi. Il y a beaucoup de réalités comme ça. Mais il faut voir, si vous voulez, le compartimenter et de se dire qu'il y a quand même une évolution en Arabie Saoudite que l'on ne perçoit pas quand on est en France ou en Occident ou partout ailleurs, mais qu'on voit quand on est réellement immergé dans cette société. Jacques Bourgeois. Par ailleurs, les classes moyennes ont besoin
de salaire. Donc il y a quand même une évolution économique importante. Et en tant que chef d'entreprise, moi, ce que je constate, c'est que la main-d'œuvre féminine est extrêmement bien formée, motivée, et grosso modo 20% plus productive. Donc il y a une évolution qui va se faire, et tout à fait d'accord sur les différentes facettes de l'Arabie. C'est apprendre de façon non monolithique. Alors, on va continuer à parler de ces problématiques. Et tout d'abord, on va écouter Agnès Cousin, qui nous a envoyé une petite vidéo depuis Riyad, qui nous parle du désert culturel à Riyad. Donc l'Arabie, c'est un désert en tant que tel, hein, on est en plein milieu du désert, mais c'est également un désert culturel. Enfin, c'est un pays qui c'est un jeune pays. Je pense qu'on a fêté les 70 ans de la royauté cette année. C'est une culture bédouine, donc il y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, donc il n'y a pas de monument, il n'y a pas d'art, enfin, à proprement parler, si on compare avec ce qu'on peut trouver en France ou en Italie, l'architecture, il y a rien d'exceptionnel. Si, tout est très grandiloquent, c'est des énormes palais, mais qui n'ont pas d'architecture à proprement parler. Voilà, au niveau culturel, pas grand chose. Ensuite, au niveau sortie, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de concert, il n'y a pas de discothèque, parce que c'est interdit tout ça. Le seul loisir, je dirais, c'est le shopping, hein. Le shopping dans les malls qui sont énormes. Voilà. Anne-Marie Baudouin, le désert culturel, il n'y a rien. Alors, c'est sûr que si nos critères, ce sont ceux de nous qui sommes parisiens ou français ou italiens ou occidentaux en général, quand on arrive à Riyad, on a intérêt à laisser tout ça derrière nous et à entrer dans une autre culture. Il faut vraiment faire l'effort de se laisser porter par ce qu'il y a. Alors, ce qu'il y a déjà, c'est quand même que la plupart d'entre nous, le week-end, on va se promener dans le désert et que c'est juste magnifique. Ils sont très beaux. C'est très beau. Vous aviez l'habitude de faire ça, si j'ai bien compris. Pas vraiment une grande habitude, parce que je suis jamais partie très longtemps dans le désert, mais en tout cas, très, très fréquemment, le week-end, on allait effectivement pique-niquer dans le désert. Dans le nord du pays, il y a un magnifique site qui n'est malheureusement pas très touristique, parce qu'il n'y a pas de visa de tourisme en Arabie Saoudite, et ça, c'est vraiment dommage. Mais il y a ce fameux site de Madain Saleh, avec des tombeaux nabatéens, c'est vraiment aussi beau que Petra. Vraiment, peut-être même plus beau que Petra. Bon, simplement, il faut aller jusque-là. Et effectivement, dans Riyad, c'est difficile de trouver une galerie d'art ou d'aller prendre un café avec des copines et des copains. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mixité. On ne peut pas aller dans un endroit entre amis et même discuter comme nous sommes en train de faire autour d'une table. Les universités, les cafés. Alors, oui. Non. Attendez, il y a effectivement, on parle de cette non-mixité, et vous savez, depuis, encore une fois, c'est les talons un peu depuis 2005, il y a des choses qui ont évolué. Vous savez, dans le Fessalia, vous avez votre restaurant. Avant, il y avait une séparation, c'est-à-dire vous avez la family section, il y avait voilà, et c'était séparé des femmes, des hommes. Or, depuis maintenant 2 ans ou 3 ans même, vous pouvez y aller, vous pouvez aller prendre un pot, prendre un café, et c'est mélangé. Alors, encore une fois, on est dans un pays de contradiction. Et les choses, si vous voulez, vous savez, nous, on a mis peut-être 300 ans pour bouger. Eux, le pays n'a que 84 ans. Et on demande à ces gens de bouger, ce que nous, on a fait en 300 ans, on leur demande de le faire en 83 ans. Il ne faut pas oublier ça, quand même. Et je vous le dis parce que la semaine dernière, j'étais en immersion chez une famille saoudienne, j'ai eu ce privilège, même en 2005, c'est pour demain un dossier qui paraît d'ailleurs dans le journal Le Point, vous pourrez donc le découvrir. Et bien, chez cette famille, elle explique vraiment que les choses avancent. Quand bien même les gens sont conservateurs, encore une fois, les choses sont en train d'évoluer, les mentalités sont en train d'évoluer, et la mixité aussi. Vous voyez, dans le Majlis Al-Shura, où vous avez 30 femmes qui ont été nommées, eh bien, les femmes sont mélangées avec les hommes. Fabrice ? Mais je pense que ça nous challenge, nous, en tant qu'occidentaux, justement. Que faire on entend beaucoup de choses on pointe effectivement pas mal de problèmes, mais est-ce qu'on doit se tenir à l'écart, ou est-ce qu'on doit faire aussi avec ces populations? Et je pense qu'elles sont capables d'évoluer, et je pense qu'elles le font elles-mêmes de manière naturelle et de manière assez rapide, finalement.
Donc, et vous l'avez noté. Et alors moi, je l'ai vécu à titre personnel et au sein de. Le fait d'avoir monté un restaurant dans le noir où le public était accueilli par des personnes non-voyantes, on a eu l'occasion de le faire un petit peu partout dans le monde, mais pas partout non plus. On l'a quand même fait en Arabie Saoudite. Ce sont des Saoudiens qui ont souhaité amener ce concept pour la population. Donc voilà. Petit complément aussi, vous évoquiez que c'était un désert culturel. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que quand même, évidemment, les restaurants, par exemple, sont aussi une activité qui... C'est la sortie. Voilà, c'est la sortie, et ils sont très friands de cela. Je ne suis pas étonnée que les Saoudiens aient voulu faire cette expérience, parce que malgré tout, ce qui reste très, très ouvert pour nous, occidentaux, mais pour eux aussi, c'est la sortie au restaurant. Et nous, ça a été un espace de liberté absolument incroyable, la salle noire. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, notamment pour les services pour les femmes, où justement, peut-être on mettait les abayas de côté, et puis voilà. Alors, on va enchaîner et on va parler du logement. On va écouter à nouveau Agnès Cousin qui nous parle des campagnes à Riyad. Alors les campagnes, c'est des grands lotissements. Nous, par exemple, il y a 400 maisons dans notre lotissement. On a toutes les commodités dedans, donc restaurant, supérette, pressing. Il y a une maintenance, donc dès qu'il y a un souci dans la maison, on appelle le manager et si jamais on a un problème de plomberie, il y a un plombier qui vient. Si on a un problème d'électricité, il y a l'électricien qui vient. Anne-Marie Baudouin, vous habitiez dans un camping? Oui, j'habitais dans un camping, par choix, parce qu'il était tout près de l'école française et que ça me rendait bien service. Puisqu'il y avait un réseau de bus qui était organisé tous les matins pour emmener mon fils à l'école. Donc c'est un espace sécurisé? C'est un espace très sécurisé. Très, très sécurisé, puisque la garde royale était aux portes du camping et vérifiait toutes les entrées et toutes les sorties aussi. Pourquoi? Parce que quand on sort, Clarence Rodriguez, quand on sort dans la ville, on est en insécurité. Pourquoi des campings si sécurisés? Écoutez, il y a eu l'expérience, je veux dire, il y a eu des attentats, si vous voulez, mais très honnêtement, parce que vous vivez comme vous vivez en France, comme vous vivez dans un autre pays. C'est-à-dire que vous laissez tomber votre abaya, il y a des piscines, donc vous êtes en maillot de bain, vous vivez comme vous vivez chez vous, en France ou ailleurs. Donc voilà, c'est sécurisé. Alors, c'est vrai que les campagnes, c'est intéressant en plus quand vous avez des enfants qui sont en bas âge, qui sont petits. Parce que, je veux dire, ils ont un espace, si vous voulez, sécurisé justement. Et de liberté. Avec tous les services. On trouve un plombier. Oui. Et à l'inverse, absolument. Et à l'inverse, vous avez aussi la personne qui veut s'installer en Arabie Saoudite ou la famille qui veut s'installer, peut s'installer également dans une villa qui n'est pas dans un camping. Mais c'est aussi, si vous voulez, sécurisé. C'est aussi sécurisé, mais la personne qui est un peu sauvage, qui n'a pas envie de vivre en promiscuité, parce que c'est ça aussi, il y a cette possibilité de logement. On s'installe par choix dans un camping ou dans une villa. La plupart des sociétés quand même préfèrent que leurs salariés, je pense, soient sécurisés dans des campings. Mais c'est par choix personnel, on peut très bien décider dans une villa. Le problème, c'est que par exemple, moi, je n'avais pas de chauffeur. Donc, si vous n'avez pas de chauffeur, habiter dans une maison indépendante dans le centre-ville de Riyad, c'est juste pas possible sans voiture et sans chauffeur. Et quand ne pouvant pas conduire, je préférais personnellement habiter dans un camping et utiliser les services on appelle ça de limousine, n'est-ce pas? Les services des chauffeurs qui appartiennent au camping et qui nous emmènent là où on veut aller. Et quand on a des enfants scolarisés, est-ce que c'est... comment fait-on, encore une fois? Qu'est-ce qu'on choisit comme logement? Quel quartier? Alors moi j'avais choisi la proximité de l'école, tout ça pour une raison très simple. Je vais peut-être choquer des personnes qui peuvent nous entendre, mais en tout cas moi j'avais très peur en voiture, mais vraiment très peur. Et pour moi c'est un critère, ça, vraiment déterminant. Mettre mon fils dans la voiture le matin pour qu'il fasse une demi-heure de voiture, c'était juste pas possible. Donc on a choisi effectivement d'être tout près de l'école. Vraiment, je pense que c'est engorgé de plus en plus. Il y a des embouteillages. Il y a des embouteillages, il y a des accidents terribles. Oui, c'est vrai que en termes de vous aviez peur des accidents? Oui. Le taux de mortalité sur la route est équivalent à la France et il n'y a que la moitié de la population. 30 millions contre 60. J'ai même vu des choses assez incroyables. Il y a notamment des jeunes qui se challengent eux-mêmes et qui font des têtes à queue volontaires sur la route. C'est une activité culturelle. C'est une activité. Voilà. Et une manière peut-être un peu subversive aussi voilà. Étonnant. C'est vrai. Le portable et la voiture, c'est fondamental. Et les vidéos YouTube, puisque chaque jour, les jeunes saoudiens consomment 190 millions
de vidéos YouTube. C'est incroyable. Donc il y a quand même une ouverture sur le monde qui est un peu différente de la nôtre. Alors justement, c'est très intéressant parce que les réseaux sociaux, effectivement, donc c'est un peu cette fenêtre sur le monde. Et figurez-vous qu'en Arabie Saoudite, ils utilisent plus le Snapchat, Twitter. Mais en revanche, Instagram, en revanche, pas Facebook. Vous savez ce que m'ont dit les jeunes Saoudiens? Ben non, parce que ça va pas assez vite et on est impatient, qu'il faut que ça aille vite, il faut qu'ils véhiculent, si vous voulez, ils transmettent l'image ou le message rapidement. Voilà, ça fait partie aussi de la culture. Vite sur les routes, vite sur Internet. Voilà, tout va vite. Dans ce domaine, ils ont une nette avance sur les Français. C'est vrai. En matière de technologie. Le pire, c'est quand ils sont sur Internet en conduisant. Oui, effectivement, je comprends que vous étiez inquiète et que vous aviez peur sur la route. Alors, on va enchaîner sur le coût de la vie et on va écouter une vidéo de Smart Expatriation. Si vous vous déplacez de Paris à Riyad, vous aurez une légère baisse du coût de la vie sur place de 1%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera très élevé. Comptez environ 4 450 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu et aucune contribution sociale pour les étrangers. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € brut à Paris, il vous faudra 76 200 € brut à Riyad pour maintenir le même niveau de vie. Anne-Marie Baudouin, quel portefeuille pour Riyad ? En tout cas, moi, je suis pas tellement d'accord avec ce que je viens d'entendre parce que il n'y a pas de fiscalité en Arabie Saoudite. Donc déjà, on gagne sur le taux de la TVA. Ça, c'est certain. Pour l'instant. Et sur l'IRPT. Et sur le pour taux de l'instant. change. Je dis bien pour l'instant parce que les mesures drastiques imposées par le gouvernement, justement, il va y avoir des taxes et TVA. Mais pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, on va dire qu'il y a ce taux de TVA en moins. Et puis la deuxième chose, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, ça sera plus facile. Nous avons fait le choix de vivre dans un campand. Alors dans les campands, il y a tout niveau de loyer. Et effectivement, là, on est quand même dans des loyers qui ont été exprimés 4 400 €. C'est déjà un très beau campand. Moi, en ce qui me concerne, j'avais une maison de 200 mètres carrés avec 3 chambres. Et je payais 12 000 saoudis riyals par mois, ce qui correspond à 2 400 €. Si j'avais choisi d'habiter dans le centre de Riyad, dans une villa, je suis à peu près certaine que j'aurais payé beaucoup moins cher. Absolument. Mais après, j'aurais dû prendre un chauffeur, une voiture, enfin voilà, j'aurais eu d'autres coûts. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet. Concernant le coût de la santé, est-ce que... En général, on est couvert par nos assurances sociales en France. Et au point de vue de la qualité de la santé, moi, je me suis rendue à plusieurs reprises pour faire des examens médicaux. On est très bien soigné. On trouve vraiment sur place des médecins compétents. Jacques Bourgeois. C'est très bon système de santé. Pour ma part, j'ai été opéré 3 fois en Arabie et franchement, vous avez, ne serait-ce que parce que les princes recherchent les meilleurs spécialistes, une quantité de spécialistes, dont des spécialistes français qui viennent faire un peu d'argent, qui est assez exceptionnel. Donc le système de couverture sociale marche bien et la santé est très bonne. Le seul problème, quand vous êtes malade, c'est de vous exprimer en français dans votre douleur et de ne pas parler bien anglais ou arabe. Puis, donc c'est la seule difficulté. Et puis juste une petite expérience personnelle aussi. Rencontrez le médecin quand vous venez vous faire examiner à l'hôpital. Oui. Alors on vous fait entrer dans un couloir, on vous fait enlever la baya, l'infirmière vient vous voir, elle vous demande de remettre la baya quand le médecin vient, il vous demande de la renlever quand on va vous faire l'autre examen, vous remettez la baya quand le médecin vient. Enfin, c'est assez amusant. En plus, on parlait tout à l'heure de mixité, de non-mixité. Par exemple, vous avez des médecins, justement, quand on va aux urgences, au Kingdom, etc. Je veux dire, vous êtes une femme, on vous dit pas, vous êtes une femme, donc c'est une femme qui va venir vous voir. C'est un homme aussi qui vous consulte, parce que souvent, on pourrait penser que la femme va être consultée uniquement, par un médecin femme. Or là, c'est aussi des hommes. Voilà. Voyez, juste, vous avez votre abaya. Il vous parle, il a tous les examens qui ont été faits par les infirmières. Et il vous renvoie l'information qui a été donnée par l'infirmière devant vous en abaya. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est l'abaya pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors l'abaya, c'est une longue robe noire qui part du cou jusqu'au bout des manches, qui vous couvre les chevilles.
Et pour nous, occidentales, Est-ce que la moi, tête est personnellement, je n'ai couverte jamais aussi porté de voile. Non. Je l'avais toujours dans mon sac à main, parce qu'il arrive qu'on nous demande de le porter. Et puis, à certains endroits, il est nécessaire de le porter. On se sent beaucoup mieux à le porter qu'à ne pas le porter. Je pense, par exemple, lorsque je vais au souk, je suis contente d'avoir mon voile, parce qu'on n'est plus tranquille. Alors, on va terminer cette émission. Une note positive pour terminer, Clara Rodriguez. Alors moi j'ai envie de dire que quand on va en Arabie Saoudite, il faut laisser les préjugés de côté parce qu'on a tendance à cultiver ces préjugés. Mais il faut mettre le voile dans le sac par contre. Oui, et puis il faut mettre, je vous dis encore une fois, les préjugés dans le sac aussi. Se laisser porter, encore une fois, ce n'est pas un pays monolithique. Fabrice Rosca. J'avais envie d'avoir confiance aussi dans la jeunesse saoudienne, justement, pour qu'ils fassent évoluer les choses. Au passage, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais je leur transmets un petit bonjour et je salue leur courage. Un dernier mot pour conclure. Bon, pour moi qui n'ai passé que 2 ans à Riyad, en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Beaucoup de copines. Et aussi, j'ai adoré me promener dans le désert. Ça, vraiment, j'en garderai un souvenir très ému. Et puis me promener dans les souks, parce que c'est là qu'on touche vraiment la réalité de la population saoudienne. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de Riyad. Les 24 heures chrono ne sont pas terminées. Restez en ligne puisque nous partons tout de suite à Sao Paulo.